J'ai enterré mon mari il y a 6 mois. Hier, je l'ai vu au supermarché. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai aperçu. Là, entre les rayons de conserve de l'Intermarché d'Annecy, se tenait Henri, mon époux, l'homme que j'avais mis en terre dans un caveau de marbre italien qui m'avait coûté 90 000 €. L'homme pour lequel j'avais pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. L'homme qui était censé être mort, mais qui était bien vivant, avec un caddie, en train de regarder le prix des haricots blancs. J'ai laissé tomber la bouteille d'huile d'olive que je tenais. Le verre s'est brisé sur le sol et l'huile dorée s'est répandue sur le carrelage blanc. Les gens me regardaient. Je m'en fichais. Mes jambes se sont mises à courir toutes seules dans cette allée. « Henri !» j'ai crié, et ma voix sonnait étrangement, mélangée à un sanglot venant du plus profond de ma poitrine. « Henri, mon Dieu, tu es vivant !» Il s'est retourné, et quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai senti le monde vaciller. C'était lui. La même cicatrice sur le sourcil gauche, celle de sa chute de moto à 20 ans. Le même nez légèrement tordu, cassé dans une bagarre dont il n'aimait jamais parler. La même tache de naissance sur le cou, petite, mais que je connaissais comme les lignes de ma propre main. J'ai tendu les bras pour le toucher, le serrer, sentir que tout cela était réel et non un délire de mon esprit solitaire. Mais il a reculé d'un pas. « Je suis désolé, madame », a-t-il dit avec cette même voix rauque que j'avais entendue pendant 43 ans. La voix qui me réveillait le matin, qui se disputait avec moi pour l'argent, qui me murmurait des mots d'amour les nuits froides. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes, cherchant désespérément une photo de nous. Je lui ai montré l'écran. « Regarde, c'est nous. Tu ne me reconnais pas ?» Il a regardé la photo. Ses yeux se sont plissés une seconde. Puis, il a secoué la tête. « Je suis désolé. Je m'appelle Bernard. Bernard Leclerc. Je n'ai jamais vu cette photo de ma vie. Bernard Leclerc. Je l'ai observé de plus près. Ses vêtements étaient différents. Henri portait toujours des chemises boutonnées, même le week-end. Cet homme portait un maillot délavé de l'Olympique lyonnais et un jean usé. Mais le visage, mon Dieu, le visage était identique. « Ton doigt », j'ai murmuré en montrant sa main gauche. « Montre-moi ta main gauche. » Il a froncé les sourcils, confus, mais il a levé la main. Et là, le petit doigt tordu, cassé quand Henri avait 15 ans en réparant le toit de sa mère. « Écoutez, madame, je dois y aller », a-t-il dit en s'éloignant avec son caddie. Je l'ai suivi. Je l'ai vu payer ses courses en liquide. Je l'ai vu monter dans une vieille Peugeot 508 blanche avec une bosse sur la portière arrière. J'ai mémorisé la plaque d'immatriculation et je l'ai suivi dans ma Renault Mégane à travers les rues de la ville. Il s'est garé devant une maison simple, peinte en vert d'eau, avec un petit jardin et une clôture en bois blanc. La porte principale s'est ouverte. Une femme est apparue, la cinquantaine, les cheveux bruns attachés en queue de cheval. Elle lui a souri et l'a embrassé sur la joue. Puis 2 enfants sont sortis en courant, un garçon et une fille d'environ 8 et 10 ans, sautant sur lui en criant « Papi, papi, tu as ramené la glace !» Je suis restée assise dans ma voiture, les larmes coulant sur mon visage. 43 ans de mariage, 6 mois de deuil, des nuits entières à pleurer seule. Et lui était là, vivant, avec une autre famille, avec des petits-enfants que je ne savais même pas exister. J'ai pris des photos de la maison, de la voiture, de la plaque. Quand je suis rentrée chez moi, une question traversait mon esprit comme un éclair glacé. Si Henri est vivant, qui avons-nous enterré ? Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis restée éveillée toute la nuit. Assise à la table de la cuisine avec une petite lampe allumée, j'ai étalé toutes les photos que j'avais d'Henri. Photos de notre mariage, de lui jeune dans ce costume marron que nous avions loué parce que nous n'avions pas les moyens d'en acheter un. Photos des anniversaires de Julien, notre fils, photos de vacances, de Noël. Et à côté, sur l'écran de mon téléphone, les photos que j'avais prises cet après-midi. J'ai comparé chaque centimètre. La cicatrice du sourcil, identique. La forme de son oreille gauche, légèrement plus grande que la droite, la même. La tache de naissance sur son cou en forme de petite virgule, au même endroit exact. Même la façon dont il souriait de travers,
montrant plus de dents du côté droit, était absolument pareille. Quand le soleil s'est levé, j'étais toujours assise à la table. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Julien. Il a répondu à la 5e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. « Maman, il est 6 heures du matin. Il s'est passé quelque chose, j'ai besoin que tu viennes tout de suite. Maintenant. Maman, j'ai une réunion à 9 heures. Julien. » Ma voix est sortie ferme. « Viens maintenant. C'est à propos de ton père. » Silence à l'autre bout. « Maman, qu'est-ce que tu as pris? Tu as oublié de prendre un médicament? Julien, j'ai vu ton père vivant au supermarché et je l'ai suivi jusqu'à sa maison. J'ai besoin que tu viennes m'aider à comprendre ce qui se passe, parce que soit je deviens folle, soit je le suis déjà. Reste là. Ne sors pas. Ne fais rien. J'arrive. » Julien est arrivé 40 minutes plus tard. Je lui ai montré les photos, d'abord les anciennes, puis les nouvelles, en lui expliquant chaque détail. La cicatrice, la tache de naissance, le doigt cassé. Je lui ai raconté la rencontre au magasin, comment il m'avait traité comme une inconnue, le faux nom, la maison, la femme, les enfants. Julien a regardé les photos en silence. Son expression a commencé à changer. De l'inquiétude à la confusion. De la confusion à quelque chose que je n'ai pas su identifier. Ses mains tremblaient légèrement. « Oui, la ressemblance est assez frappante », a-t-il dit finalement en me rendant le téléphone. « Mais maman, les gens se ressemblent. Julien, ce n'est pas une ressemblance. C'est lui. Nous sommes allés ensemble jusqu'à la maison Verre d'eau. Le soleil du matin illuminait la rue tranquille. Nous avons attendu dans la voiture. Puis la porte s'est ouverte. L'homme est sorti en bleu de travail de mécanicien, portant une boîte à outils. Il a marché vers la Peugeot. La voiture est passée juste à côté de nous. J'ai pu voir son visage clairement à travers la vitre. Quand j'ai regardé Julien, il pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Julien, mon estomac s'est glacé. Julien, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Il a appuyé son front sur le volant. Maman. Sa voix était brisée. Maman, je suis tellement désolée. Parle, j'ai ordonné. Papa n'est pas mort dans cet accident. Il avait cette autre famille depuis 25 ans. Cette femme, Sylvie, ses enfants qui ont maintenant des enfants à eux. Il a vécu une double vie entre vous deux pendant 25 ans. Je l'ai découvert il y a 3 ans. Il m'a supplié de garder le secret. Il y a 6 mois, il a simulé sa mort pour partir avec elle sans te donner la moitié du patrimoine. Nous avons payé un sans-abri en phase terminale pour mourir à sa place. Et moi, j'ai hérité des magasins. Papa est parti avec 1 800 000 €. Et toi, tu as reçu 1 000 € par mois. Je suis rentrée chez moi dévastée. Mais quelque chose avait changé en moi. La douleur se transformait en détermination. Pendant les 3 jours suivants, je n'ai répondu à aucun des appels de Julien. Il a appelé 47 fois, envoyé 63 messages. Il s'est présenté à ma porte 2 fois. Je l'ai vu par la fenêtre de la chambre, mais je n'ai pas ouvert. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Le 4e jour, je me suis réveillée différente. Je me suis douchée, habillée, j'ai mis du rouge à lèvres pour la première fois depuis des mois. J'ai conduit jusqu'au centre-ville. J'avais cherché sur Internet et trouvé ce que je cherchais. Investigation Morel. Le bureau était dans un vieil immeuble, 3e étage. Le détective Philippe Morel était un homme d'une 60aine d'années, chauve, avec une chemise froissée et les manches retroussées. « Je peux vous aider? J'ai besoin de vos services. Une enquête sur une personne. » J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo de Bernard. J'ai besoin de tout savoir sur cet homme. Où il vit, où il travaille, combien d'argent il a, tout. Mari infidèle? Ex-mari? Qui est censé être mort? Cela a capté son attention. Je lui ai tout raconté. L'accident, l'enterrement, la rencontre au magasin, l'autre famille. Je n'ai pas mentionné Julien. Pas encore. Et vous voulez des preuves? Je veux tout. Documents, photos, enregistrements si possible. Cela va vous coûter cher. Pour un travail de ce niveau, 10 000 €. La moitié maintenant, la moitié quand je livre le rapport complet. J'ai ouvert mon sac, sorti mon chéquier, rempli un chèque de 5 000 € et le lui ai tendu. Je veux des résultats dans 1 semaine.
Une semaine plus tard, Philippe m'a appelé. J'ai le rapport. Vous pouvez venir le chercher. J'étais dans son bureau en 20 minutes. Il m'a tendu un dossier marron épais rempli de documents. Asseyez-vous. Vous allez avoir besoin d'être assise pour ça. J'ai ouvert le dossier. La première page était une copie du certificat de naissance de Bernard Leclerc. Date d'émission, il y a 7 ans. Enregistré dans une petite mairie du Jura. C'est un faux, a expliqué Philippe. Un bon, mais faux. Le certificat original de ce nom appartient à un bébé mort dans les années 50. Votre mari a acheté cette identité. J'ai tourné la page. Photo d'Henri entrant et sortant d'un petit atelier de serrurerie. Il travaille là. Gagne environ 3 000 € par mois. Vie simple, modeste. Et l'argent? Le 1 800 000 qu'il avait? Philippe a passé à une autre section du dossier. Extrait bancaire. Il y a 7 ans, un certain Bernard Leclerc a ouvert des comptes dans 3 banques différentes avec des dépôts initiaux totalisant 1 600 000 €. Il y a plus. J'ai obtenu accès à ces relevés téléphoniques des 6 derniers mois. Multiples appels au même numéro, environ 200 au total. C'est celui de votre fils, Julien Fontaine. Là, c'était en noir et blanc, la preuve de la double trahison. Je suis sortie du bureau et j'ai pris rendez-vous avec une avocate, maître Isabelle Durand. Elle m'a écouté attentivement, a examiné les documents. Madame Fontaine, c'est une bombe. Nous parlons de multiples délits. Fraude d'identité, escroquerie, recel de cadavres, faux et usage de faux, bigamie. Votre mari et votre fils pourraient faire face à entre 3 et 8 ans de prison chacun. J'ai senti une froide satisfaction dans ma poitrine. Bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va avoir besoin d'un aveu enregistré de votre fils. Vous allez l'inviter à déjeuner et obtenir sa confession. Pendant ce temps, la police exécutera le mandat de perquisition que j'ai demandé au juge pour récupérer tous les documents falsifiés. Le restaurant Le Belvédère était au dernier étage d'un hôtel du centre-ville avec une vue panoramique sur le lac d'Annecy. Je suis arrivée 10 minutes en avance, avec une robe beige discrète et le collier de perles qu'Henri m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Ironique de porter ce collier précisément aujourd'hui. L'enregistreur numérique était dans mon sac, déjà allumé. Isabelle m'avait instruite de laisser le sac ouvert sur la table, le plus près possible de Julien. Julien est arrivé 5 minutes plus tard. Il avait l'air épuisé, des cernes profondes, pas rasées, sa chemise froissée. Il m'a vu et a presque couru vers la table. « Maman !» Sa voix était chargée d'émotion. Il a essayé de me serrer dans ses bras. Je l'ai permis, mais sans chaleur. Nous nous sommes assis. Le serveur a apporté la carte. J'ai commandé un saumon grillé que je n'avais pas l'intention de manger. « Maman, je ne sais même pas par où commencer. » « Alors ne le fais pas, » j'ai dit en prenant une gorgée d'eau. « Laisse-moi parler d'abord. J'ai passé les derniers jours à beaucoup réfléchir à tout ce que tu m'as raconté, sur ton père, sur les décisions que vous avez prises tous les deux. Et je comprends que tu étais dans une position impossible. J'ai vu la surprise dans ses yeux. « Maman, laisse-moi finir. Ton père est un manipulateur. Il t'a mis dans une situation où tu devais choisir entre lui et moi, entre protéger le patrimoine familial ou me dire la vérité. Tu étais le fils. Ce n'était pas ta responsabilité de réparer le désastre qu'il avait fait. » Julien a commencé à pleurer. De grosses larmes coulaient sur son visage. « Je voulais te le dire, maman, chaque jour, mais j'avais peur. Peur de te perdre, peur de tout détruire. Je sais. Je me suis approchée, j'ai pris sa main sur la table, mais maintenant j'ai besoin de comprendre certaines choses. J'ai besoin que tu me racontes tout depuis le début. » Il a serré ma main, désespéré de cette chance de rédemption que je lui offrais. « Tout ce que tu veux, maman. Demande ce que tu veux. » Alors il m'a tout raconté. Comment ils avaient trouvé Raymond, un sans-abri en phase terminale de cancer, l'accident simulé à Chamonix, l'échange de documents à l'hôpital. Comment Raymond était mort 3 jours plus tard et le certificat de décès avait été émis au nom d'Henri Fontaine. Le cercueil scellé. Les 15 documents qu'il avait signés à ma place, les magasins vendus, les dettes cachées de son père, 800 000 € qu'Henri n'avait jamais mentionnés. Le serveur a apporté nos plats. Nous avons attendu en silence jusqu'à ce qu'il parte. Et l'argent des ventes, où est-il maintenant? J'ai payé les dettes. Le reste, environ 1 400 000 €, est investi dans des fonds.
Je le gardais pour toi, éventuellement. Un mensonge, mais je l'ai laissé passer. Nous avons fini le déjeuner. Je l'ai embrassé froidement et je suis sorti du restaurant. Dans la voiture, j'ai vérifié l'enregistrement. Tout était là, chaque mot, chaque aveu. J'ai appelé Isabelle. J'ai tout. Parfait. Et moi, j'ai les documents. Ton fils a falsifié ta signature sur au moins 15 documents différents. Vente, transfert, procuration, tout faux. Il n'a même pas essayé de bien le dissimuler. La dénonciation a été déposée au parquet le lendemain matin. La dénonciation a été déposée un mardi à 9 h du matin. La procureure Martine Leblanc a accepté le cas immédiatement. Elle a demandé un mandat d'arrêt pour Julien, arguant du risque de fuite et de destruction de preuves. Le jeudi à 6 h du matin, la police a frappé à la porte de Julien. Isabelle m'a prévenu par message. Il a été arrêté sans résistance, transféré à la maison d'arrêt. Nathalie, sa femme, m'a appelé 3 heures plus tard en sanglotant. « Comment avez-vous pu faire ça à votre propre fils ? Demande-lui d'abord ce qu'il m'a fait à moi. Demande-lui pour les millions qu'il a volés, pour les signatures falsifiées, pour m'avoir laissé croire que mon mari était mort pendant qu'il se remplissait les poches. » J'ai raccroché. Le vendredi, je suis allé personnellement livrer la notification légale à Henri. J'ai conduit jusqu'à la maison Vert d'Eau. La Peugeot blanche était dans l'allée. J'ai sonné à la porte. Des pas qui s'approchent. La porte s'est ouverte. Et là, il était. Henri, mon mari, en vieux t-shirt taché de peinture. Nos yeux se sont rencontrés. J'ai vu la reconnaissance immédiate, le choc, la peur. « Madeleine », a-t-il murmuré. « Bonjour Henri. Où devrais-je t'appeler Bernard ?» Il a regardé derrière lui, vers où Sylvie devait être. Puis, ses yeux sont revenus vers moi, désespérés. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu livrer un peu de courrier. » « Notification légale. Tu dois signer l'accusé de réception. » Il ne l'a pas pris. Il me regardait fixement, pâle. « Comment tu m'as trouvé ? » Ce n'était pas difficile. Tu t'es très mal caché. Même ville, mêmes habitudes, même visage. Tu pensais que je ne te trouverais jamais ? Que je passerais le reste de ma vie à pleurer sur ta tombe vide ? Madeleine, je peux t'expliquer. Tu peux ? J'ai ri sans humour. Tu vas expliquer comment tu as simulé ta propre mort ? Comment tu as acheté le corps d'un mourant ? Comment tu m'as laissé enterrer un inconnu en pensant que c'était toi ? Comment tu as volé presque 2 millions d'euros qui étaient aussi les miens ? Baisse la voix, a-t-il murmuré nerveusement en regardant vers la maison. Sylvie ne sait pas. J'ai élevé la voix intentionnellement. Sylvie ne sait pas que Bernard Leclerc n'existe pas ? Que tu es Henri Fontaine, légalement marié avec moi depuis 43 ans ? La porte s'est ouverte complètement. Sylvie est apparue, confuse. « Bernard, qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette femme ? Je suis sa femme, son épouse légale. Cet homme que tu connais sous le nom de Bernard est mon mari. Il a simulé sa propre mort il y a 6 mois pour me fuir et être avec toi. » Le visage de Sylvie a perdu toute couleur. « Quoi ? Bernard, dis-lui que c'est un mensonge. » Henri a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il a baissé la tête, vaincu. « Mon Dieu, c'est vrai. » Sylvie a reculé comme si on l'avait frappée. « Tu m'as menti. 25 ans. Qui es-tu » Henri est tombé à genoux, implorant. Mais je suis restée ferme. 1 semaine plus tard, Isabelle m'a appelée. Les comptes ont été gelés. Le patrimoine est en cours de récupération. Les magasins reviennent, 3 800 000 €. La moitié de l'argent d'Henri. Avec les intérêts accumulés, la somme avait atteint 2 100 000 €. Ma part s'élevait donc à 1 050 000 €. Dommages et intérêts, 800 000 €. Total, plus de 5 millions d'euros. Henri a été arrêté 2 jours plus tard. Sylvie est venue me voir. Elle m'a rendu son alliance. 2 femmes trompées par le même homme, assises dans le salon qu'il avait partagé avec l'une pendant qu'il construisait une autre vie avec l'autre. J'ai jeté l'alliance à la poubelle. 3 mois plus tard, assise en première classe d'un vol vers Lisbonne avec une coupe de vin blanc à la main, j'ai regardé par le hublot pendant que la France disparaissait en dessous. À côté de moi, Monique et Colette, mes amies d'enfance, riaient de quelque chose sur une tablette. Nous partions pour une croisière de 25 jours dans l'Atlantique.
Lisbonne, Madère, les Canaries. Tous les endroits où Henri m'avait toujours promis de m'emmener et ne l'avait jamais fait. Les magasins avaient été vendus pour 3 800 000 €. J'ai investi la moitié dans des fonds sûrs qui me donnaient un revenu passif de 15 000 € par mois. L'autre moitié, je l'ai consacrée à des projets. J'ai fait don de 300 000 € à une association qui aide les femmes victimes de fraude patrimoniale. Des femmes comme moi, qui avaient été volées, trompées et manipulées par leur famille. Et j'ai acheté un petit atelier dans le centre d'Annecy et je me suis remise à coudre. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que c'était ma passion avant de l'abandonner pour n'être qu'épouse et mère. Julien avait accepté un accord avec le parquet. Sa peine avait été réduite à 3 ans et demi en échange de sa coopération totale. Henri avait été condamné à 8 ans. 1 an plus tard, il a eu une crise cardiaque en prison. Il n'a pas survécu. Cette fois, c'était vrai. J'ai fait incinérer son corps sans cérémonie. Il avait déjà eu des funérailles très chères d'ailleurs. Il n'en aurait pas d'autres. Je visitais Julien 1 fois par mois. Les conversations étaient courtes, encore tendues, mais il semblait différent, plus humble, plus conscient de lui-même. 1 an après sa libération conditionnelle, Julien est venu à mon atelier pour me dire au revoir. Il déménageait à Nantes. Il avait trouvé un travail dans un atelier d'ébénisterie. Un nouveau départ, loin de tout le monde, où personne ne connaissait son histoire. « Maman, j'ai besoin de te remercier, de ne pas avoir abandonné, de m'avoir visité en prison, même quand je ne le méritais pas, de m'avoir donné cette dernière chance d'être quelqu'un de meilleur. Julien, je ne t'ai donné aucune chance. C'est toi qui construis tout ça avec du travail acharné, des décisions différentes, de l'humilité. C'est tout ton mérite. » Il s'est approché avec hésitation. J'ai ouvert les bras et pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai serré mon fils dans mes bras pour de vrai. Aujourd'hui, 3 ans après avoir vu Henri vivant dans cet Intermarché, je me lève chaque jour dans ma maison, je vais à mon atelier, je coude mes créations, je prends un café avec mes amis. Je n'ai besoin de rien ni de personne. Parfois, quand je coude, je pense à tout ce qui s'est passé et je me demande si ça en valait la peine. Et la réponse est toujours la même. Oui, parce que j'ai appris que la dignité n'est pas négociable, que le respect ne se mendie pas, que l'amour propre vaut plus que n'importe quel lien familial construit sur un mensonge. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour exiger la justice, qu'avoir 71 ans ne signifie pas qu'on doit tout accepter en silence. Et le plus important, j'ai appris que la meilleure revanche n'est pas de détruire celui qui t'a fait du mal. C'est de te reconstruire toi-même, plus forte, plus libre, plus toi que jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.